Grayson, finalement, elle est aussi transformiste, comme Arturo Brachetti. Bim, elle est sortie, elle est rentrée. Elle fait ça rapidement. Cash. Exactement. Je préfère son cosplay d'avant. Ce n'est pas la même personne. Notre invité est prof de SVT. Notre invité est Carburo Coca. Carburo Coca. Notre comme invité beaucoup d'entre nous. Est entraîneur de tir à l'arc. Ah, mais alors, du coup, parce que là, je vois pas trop où tu vas venir. Alors, c'est pour ça qu'il connaît par cœur l'anatomie d'histoire qui pétille et qui tape dans le mille à chaque fois. Avec ses romans, on a le plaisir de recevoir Sébastien Tissandier qui est avec nous. Voilà. Tu représentes donc le Brocéliande et tu es auteur, entre autres. C'est ça. Tu as mis le costume, tu es auteur de romans. Attends, je kiffe. Fais voir les lunettes. Et allez. J'adore ce genre de lunettes. Le kleptomane. C'est ça, t'es témoin que je lui ai passé. Ça va, je peux demander quand même. C'est filmé. De toute façon, c'est filmé. On va voir un peu. Hop, faut fermer la porte. Nickel. Tu es beau gosse. Je suis beau gosse. Tu es très beau gosse. Je veux que tu les fasses gagner à moi. Non, attends, on n'a pas encore gratté. Non, attends, on gratte après, ça va. Sébastien, un petit peu comme She-Hulk, tu es né, tu es apparu pour la première fois en 1980. C'est ça. Je sais pas si c'est le truc le plus glam. Non, ouais, c'est ce que j'ai mais en même temps, Iron Man, il était apparu avant. Je peux pas non plus. Voilà. Invente. Enfant, un petit peu comme Stan Lee, comme Jack Kirby, tu adores raconter des histoires. Est-ce que tu te souviens, moi ça m'intéresse, si déjà enfant tu avais créé parce qu'en plus tu les incarnes tes personnages, puisque ça c'est un personnage à toi. Ça fait pas très longtemps que je fais ça, ouais. Mais est-ce que déjà enfant, est-ce que tu avais un personnage dans lequel, un univers que tu t'étais créé? Moi j'étais un inspecteur, je m'appelais Mister Lave et j'avais des pouvoirs. Et je me rappelle que Mister quoi? Mister Lave, parce que je maîtrisais le feu, j'étais très baba. Mais du coup, le nom est recherché en plus. Oui, mais j'avais 5 ans. Tout 5 ans, tu t'appelais Mister Lave? Oui, j'en sais rien, mais voilà. Mais donc, est-ce que toi, tu avais déjà créé ton univers dans lequel tu évoluais enfant? Tu te racontais déjà des histoires? Honnêtement, je saurais pas dire si je m'en rappelle, mais je sais que j'ai toujours. Non, je sais que j'ai toujours. Je me suis toujours raconté des histoires. Je sais que petit, j'alignais les pluches sur mon lit. Je racontais un scénario, etc. Alors, question de psychanalyse. Vas-y. Est-ce que tu continues? Est-ce que quand tu étais ado, c'est-à-dire entre 10 et 18 ans, parce que moi c'est allé loin, est-ce que tu jouais avec les figurines là, évidemment. Les destapés? Bien sûr. En fait, c'est là que tu racontes tes premières histoires. C'est clair. Donc oui. Oui. Ce qui est gênant, tu te sens moins seul. Ce qui est gênant, c'est qu'il le fait encore. Il le fait encore. Non, moi j'ai arrêté. Avec un pote, on s'est posé la question récemment et on s'est rendu compte que tu sais, genre jusqu'à 17-18 ans. Tu joues encore. Oui, mais tu le dis pas. Mais tu à cette époque-là. Alors qu'à côté de ça, tu fais des choses plus. Enfin bon, bref. Allez. Je veux pas. Bon, tu grandis. Et comme œil de faucon, tu découvres le tir à l'arc. C'est ça. Et alors tu dis que c'est beaucoup plus qu'une simple affaire de planter une flèche dans une cible. Tu dis que c'est plus global. Ah oui, carrément, ouais. C'est un sport à part entière, même si beaucoup de gens pensent que ça n'en est pas un, comme le foot, comme le rugby, etc. Et en fait, c'est un sport qui allie à la fois les capacités physiques et puis mentales. Parce que s'il n'y a pas une grosse concentration, on peut tirer dans le vent, sous la pluie, sous l'eau. Donc c'est très compliqué, ouais. Donc ça t'a, niveau mental aussi, ça t'a conditionné un certain mental. Ah oui. Comme Peter Parker, tu deviens prof de SVT. C'est ça. Est-ce que tu voulais absolument être celui qui apprend aux enfants comment on fait vraiment les bébés, c'est ça? À la base, je voulais être veto. Donc, c'était pas trop ça. Donc j'ai fait mes études de veto et puis j'ai raté le concours à quelques points. Donc du coup, j'ai toujours hésité quand j'étais petit entre veto et prof. Et du coup, le destin a choisi pour moi. Voilà. C'est un beau métier en tout cas, c'est cool, tu es en contact avec les enfants, puis tu écris aussi des romans pour eux, donc d'une certaine manière, tu es proche de ton public ou potentiel. C'est ça qui est cool aussi. Tu écris, tu fabriques des histoires, et j'ai lu que tu le faisais de la même façon que Michel Sardou aime se faire traiter de con. En chanson, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'avoir de la musique sur les oreilles au moment où j'écris les scènes. Et parfois, c'est même délicat parce qu'il faut que je trouve la musique qui correspond à l'ambiance de la scène que je veux écrire. Voilà, c'est compliqué. Genre, je suis en transe quand j'écris. Fournier travaille exactement comme toi. Ouais. Mais donc, si j'ai pas la musique qui va avec, scénariste de Noob. J'y arrive pas. Scénariste de Noob, il bosse avec la musique qui lui va bien actuellement. C'est ça. Et pareil quand il filme et qu'il repère. Il y a toujours la musique, il y a toujours un truc en fond, quoi. C'est ça. Alors j'ai lu un truc qui m'a plus perturbé parce que j'ai vu que comme Batman, tu travaillais la nuit. Pourtant en tant que prof d'SVT, tu devrais savoir que le sommeil c'est précieux, c'est régénérateur. D'où le coca en fait. Oui. Ah mais là c'est la cocaïne après au bout d'un moment parce qu'il arrive à enchaîner le prof, C'est toi qui l'as dit. Oui c'est vrai. Non, en fait la difficulté c'est que j'aimerais bien que les journées fassent 48 heures.
Il te ferait travailler 40 heures si jamais. Voilà, c'est ça. Non, c'est la difficulté quand tu allies plusieurs métiers et que t'as pas forcément le temps de vouloir tout faire. Donc forcément, il faut s'organiser. Et donc, j'écris la nuit parce que déjà, je suis au calme, je suis tranquille. Et puis que la journée, je suis avec les gosses. Donc forcément, je peux pas. C'est beau, c'est beau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes romans? Parce qu'apparemment, on a dit que l'Eurofestival, c'était quand même très familial. Et c'est vrai qu'en préparant, j'ai vu que toi aussi, finalement, tu es un auteur plutôt familial parce que tu écris des romans pour adultes. Je pense à ta trilogie sur Galilée. Enfin, pas sur Galilée, mais dans le Testament de Galilée. Ouais. Testament de Galilée. Tu écris des romans pour enfants, donc Chupacabra, le petit vampire. Et tu écris aussi des romans pour young adultes, donc les ados. Et donc finalement, tu arrives à réunir tous les univers. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes romans? Ouais, parce qu'au départ, moi, j'ai commencé avec justement le Testament de Galilée. C'était mon tout premier roman, c'est l'anticipation, donc un domaine de la science-fiction qui est très proche de nous aujourd'hui. Et en fait, je suis tombé un peu par hasard dans le roman jeunesse avec Chupacabra, qui est un roman jeunesse illustré, à cause de mes élèves en fait, parce qu'à force de se rendre compte que les gamins en classe butent sur tous les mots, font pas attention à la ponctuation, ils ont lu ça paraît assez incroyable d'entendre dire ça. Ils lisent une phrase, ils ont lu 2 mots, ils ont oublié les 2 mots d'avant, enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc quand j'ai posé la question à mes élèves, ils m'ont dit oui mais on lit pas parce que on n'aime pas les livres qu'on nous fait lire. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire une histoire qui donnera envie aux gamins de se réconcilier avec la lecture, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que la lecture pour développer son imaginaire, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir du vocabulaire, etc. Donc l'histoire de Chupacabra est née comme ça. Je m'étais dit que je voulais faire comme si je voulais revisiter une légende urbaine pour les enfants. Et j'ai découvert la légende de Chupacabra, que je ne connaissais pas, en fait, sur Internet. Écoute, moi je la connais d'X-Files. La première fois après, ça a été hyper adapté. En fait, Chupacabra, à la base, c'était un démon mexicain qui s'attaquait que au troupeau de chèvres. Et ceux qui on reparle de l'OM ou... Ouais. On reparle de l'OM là ou rien à voir? Cédric, t'es taquin ce soir. Hein. Et donc, et puis le nom m'a fait mourir de rire. Chupacabra, suceur de chèvre. Suceur de chèvre, ouais. Et du coup, de suite, j'ai eu l'image dans ma tête du petit vampire qui était allergique au sang humain et qui devait se balader avec sa chèvre toute la journée quand il fait des bêtises et tout ça. Et j'ai proposé ce projet-là à une amie très proche qui est illustratrice. Et voilà comment on qui est s'appelle parti comment sur on l'a pas cité. Vaelkat. Et du coup, le projet est né comme ça. On a mis un petit peu plus d'1 an à faire le tome 1, parce qu'on n'écrit pas pour les enfants comme on écrit pour les adultes. Il faut choisir son vocabulaire, il faut faire attention à la tournure des phrases, à la longueur de phrase, etc. Et en fait, on ne savait pas du tout comment ce roman allait être accepté par les enfants. En fait, on a pris une grosse claque parce que les gamins ont adoré Chupacabra quand on l'a présenté il y a 2 ans aux Aventuriales de Ménétrol. C'est un salon du livre qui a lieu chaque année fin septembre à côté de Clermont-Ferrand. Donc Chupacabra est né là-bas. Donc les enfants nous ont réclamé un tome 2 qui est sorti du coup l'année dernière. Les enfants rois, c'est les enfants rois. Tu fais un tome 1 et tu prends un tome 2. Voilà. Chupacabra est la quenotte cassée. Et là actuellement on est en train de travailler sur le tome 3 qui sortira en septembre. Voilà. Et la deuxième quenotte cassée. Le vampire il a plus rien. Et non, ce sera Rustin à disparu. Chupacabra sans les chicots. Bim. Bon, voilà. Et du coup, et en parallèle, alors parce que là, tu n'es pas Chupacabra là. Non, je suis pas Chupacabra. Qui est-ce que tu incarnes? Le Rédempteur. Alors Rédempteur, c'est un livre que j'ai écrit qui est dans un univers steampunk fantastique. Et en fait, je me suis énormément entiché de ce personnage. Au départ, il a commencé sous la forme d'une nouvelle, puis je l'ai transformé en une série de petites enquêtes. Et en fait, j'ai fini par totalement le remanier pour en faire un vrai roman young adulte et adulte, et qui a été aussi illustré par Vaelkat. Du coup, on a choisi d'illustrer tous les endroits où passait le personnage dans le livre. Donc, du coup, c'est devenu un objet livre à part entière. Et puis, ce personnage, voilà, je l'aime énormément. J'ai plein de choses à lui faire dans les tomes suivants. Donc, voilà, j'avais envie, sur les salons, d'être le Rédempteur. Voilà. C'est beau ça, d'incarner son personnage. Est-ce qu'on est proche un petit peu du héros fétiche de Cédric qui finit par heure aussi parce que là quand on voit ta dégaine on se dit que le mec bon il est pas là pour enfiler des perles quoi. Ah non, le Rédempteur est pas là pour enfiler des perles, ça c'est clair parce qu'il se balade avec tu peux nous dire voilà, donc c'est un... En fait c'est un Rédempteur, donc il fait partie de la caste des Rédempteurs qui a été engagé par le siège, la division secrète de l'église dans l'univers que j'ai créé, qui enquête sur les phénomènes paranormaux. Et en fait enfant genre noob voilà, ce genre de truc. Voilà. Et en fait enfant c'était un enfant des rues et un jour il a sauvé la vie du pape d'une malédiction en prenant la malédiction sur lui. Et donc il est devenu
le Rédempteur parmi cette caste-là. Et en fait, il a un petit peu mis à l'écart dans cette caste parce que les autres sont un petit peu jaloux, il n'a pas suivi le processus de sélection comme les autres, etc. Tout semble lui réussir. Voilà. Donc il est un petit peu à l'écart, il suit sa foi, ses convictions, jusqu'au jour où en fait, au travers d'une de ses enquêtes, il va découvrir qu'il y a un vaste complot qui vise à renverser le siège et qu'il est au centre de ce complot sans savoir pourquoi. Donc il va être obligé de s'allier avec d'autres Rédempteurs, avec des équipiers pour découvrir la vérité, savoir pourquoi lui est au centre de ce complot-là. Donc évidemment, tout ce qu'il va découvrir sur la caste qui l'emploie n'est pas tout rose. Donc sa foi va être mise à rude épreuve, ses convictions aussi. C'est l'Église. Et il va devoir faire pas mal de choix. Il y a des enfants un peu impliqués ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais attends, ils viennent tous de démissionner en Amérique du Sud là. Non, parce que c'est eux, voilà. Voilà, le Rédempteur. Bang. Non, parce que ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est vraiment. Ah bon, ça va. Même si ça garde le nom d'église, c'est. Tu as créé une espèce de branche parallèle, de foi parallèle. C'est ça. Est-ce que tu es fan de Helsing? À quoi tu vois ça? Non, je sais pas. Alors, si je dois raconter l'histoire du costume du Rédempteur, en fait, le costume, c'est celui qu'on trouve sur la couverture du livre 1, qui a été faite par Vaelkat, qui est fan de Van Helsing. Et quand elle m'a proposé cette maquette de couverture, j'ai immédiatement adhéré. Et donc, forcément, on retrouve une inspiration Van Helsing dans le costume du Rédempteur. Voilà. Okay. Et du coup, moi, ça m'interpelle. Moi, je suis fan du Punisher, je suis fan de Batman, de Wolverine, enfin des... Pourquoi est-ce qu'on est plus attiré par les astres noirs, par les anti-héros, plutôt que par des mecs comme l'Alien, la Superman, qui est lisse. Non, je ne pas jusque-là, mais c'est vrai que peut-être que... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours aimé les héros torturés, à la base. Donc la plupart de mes héros dans mes romans sont des personnages que je torture volontairement, parce que... Sadique. Pour moi, c'est... Ouais, mais il est prof aussi, ça m'inquiète un peu. Parce que la psychologie des personnages, à mon sens, peut être pleinement exploitée quand on exploite justement toutes les facettes d'un personnage. Et un héros classique, celui qui est invincible, qui est beau gosse, à qui tout réussit, etc., moi, je le trouve fade, en fait, par rapport à celui qui, à la base, n'était pas destiné pour, et qui, par l'enchaînement des événements, se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Donc voilà, ça, c'est mon truc pour moi. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vrai que ça n'a aucun intérêt, moi, je trouve, celui qui a déjà tout. Moi, je pense que ça se gagne, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ouais, moi, j'aime bien quand le mec, il est volontairement un peu rabaissé. C'est ça. C'est d'autant plus intéressant. Donc, on l'a dit, tu es professeur et tu as écrit un livre qui s'appelle Mots d'enfant. Ouais. Mots d'enfant qui raconte le harcèlement scolaire. Ouais, rien à voir du tout avec tous les autres. Rien à voir, mais on parle de psychique, on parle de torture. Enfin, là, c'est une forme de torture, hein, le harcèlement. Carrément, on est en plein dedans. Je vais te poser la question tout à fait bêtement, parce que voilà, c'est naïvement que je te pose ça. Pourquoi... comment est-ce que toi tu le vis de l'intérieur, du coup, une certaine forme de harcèlement scolaire, tu es en collège, c'est ça. Et donc comment tu le vis et pourquoi est-ce que c'est important de lutter contre le harcèlement scolaire? Alors tous les jours, moi j'assiste à des scènes de harcèlement entre les enfants. Alors ça part des gestes qui sont totalement banals, ils se mettent des claques derrière la tête. C'est banal, maintenant les nuques c'est banal. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est dramatique. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que pour les gamins, c'est banal. Et à chaque fois, on leur pose la question, on dit oh mais je rigole, je faisais pas exprès, etc. Je voulais pas le faire de mal. Il avait qu'à avoir un mulet. C'est ça. Et en fait, le livre de mon enfant est tiré d'une histoire vraie, une histoire qu'on a vécue dans mon collège il y a une dizaine d'années. Un petit garçon qui était à sa rentrée en 6e, qui était un petit peu obèse et en fait qui subissait les moqueries de ses camarades. Sauf qu'en fait, nous on n'a jamais rien su, on n'a jamais rien vu. On l'a su qu'à la fin de l'année, un jour où il a explosé, où ça a failli très très mal finir. Et cette situation, en fait, elle m'a mis profondément en colère. Alors certes, j'étais en colère contre les gamins qui le harcelaient dans la classe, mais j'étais surtout en colère contre moi de pas l'avoir vu. Ouais, de pas l'avoir vu. Et je me suis dit, cette histoire-là, il faut que je m'en serve pour alerter, pour témoigner, etc. Donc du coup, je me suis basé sur l'histoire vraie. Évidemment, j'ai changé le nom des personnages, j'ai changé les scènes de harcèlement qui sont dans le livre. Et puis, depuis l'année dernière, le livre a été sélectionné par le rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille comme outil pédagogique pour lutter contre le harcèlement. Donc je suis plutôt fier de ça. Ah, c'est beau. C'est ça qu'il y a des classes qui travaillent sur. Il n'avait pas dit à ses parents non plus. Non, il n'avait pas parlé à ses parents non plus. C'est fou. Hein. Ouais, mais souvent c'est le cas. Et toi, tu n'as rien vu. C'est souvent. Personne n'a rien vu. Personne ne voit rien. C'est ça qui est assez. Donc du coup, maintenant chaque année, on sensibilise les gamins. Je fais des séances en classe pour les sensibiliser sur le harcèlement, parce que c'est quelque chose de très répandu et très grave. Bien sûr.
Alors en 2014, c'est une petite question. Tu disais, en 2014, tu disais, je trouve que nous vivons dans un monde de plus en plus égoïste où chacun pense d'abord à soi avant de penser aux autres. J'ai envie de demander, ça va en 2018? C'est pire. Ah voilà. C'est pire. C'est Alors, pire. on n'est pas sur. Ouais, non, je pense que ça va encore. Bien sûr que ça va empirer. C'était un petit peu le c'est un petit peu le sens de la question. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de beau dans ce monde, c'est qu'on te retrouvera au Eurofestival de Saint-Étienne, le 2 et le 3. Tu animeras 2 conférences, une sur les vampires et la littérature jeunesse. C'est ça. On se demande pourquoi, et l'autre sur le steampunk et la religion. Voilà. Alors voilà. Ça, c'est en plus aussi de tes séances de dédicaces. Bien sûr. Et tu dis que la plus belle récompense pour toi, c'est le retour des lecteurs. Ouais. Alors bon, tu as fait d'autres festivals avant le Héros Festival Saint-Étienne. C'est quoi ta plus belle expérience avec un lecteur ou ton plus beau message? Ma plus belle date d'il n'y a pas très très longtemps. C'était au début de l'année, là, au mois de janvier, où j'étais en dédicace au Cultura d'Aubagne. Et en fait, il y a un jeune garçon de 11 ans qui s'appelle Nathan, qui en fait me suit depuis qu'il a découvert Chupacabra. Et donc du coup, tous les romans jeunesse que j'ai écrits, il les a dévorés, etc. Et il est venu me rendre visite à ce Cultura, donc avec sa grand-mère. Et en fait, on a passé un excellent moment ensemble. Et j'étais hyper touché parce que, on voyait vraiment qu'il était fan, qu'il avait apprécié les livres, qu'il avait rêvé, qu'il avait voyagé à travers ces livres. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Mais écoute, j'espère que tu en auras plein d'autres au Eurofestival. Je te laisse une petite tribune libre, tu dis ce que tu veux, et après, faut que je te parle d'un truc, on va te gratter des trucs. Allez, ça y est, c'est parti. Non, quoi dire de plus que j'ai envie de faire ce métier-là, que je suis ravi d'être là, et que je trouve. Quel métier? Auteur, évidemment. Entraîneur de tir à l'arc, tu es prof de SVT. Entraîneur, là, j'ai dû mettre ça entre parenthèses parce que du coup, j'ai pas. Bah oui, parce qu'il n'y a pas 72 heures dans une journée. Il a fallu choisir. C'est ça, c'est entre faire les salons ou les compétitions le week-end, donc j'ai choisi. Je fais les salons. Donc voilà, non, je suis ravi de pouvoir participer à tous ces événements-là parce qu'à partir du moment où on apporte un petit peu de lueur, un petit peu de rêve aux gens, qu'on leur permet de s'échapper justement du quotidien, c'est notre. Lui, t'apporte plus des bastos que de la lueur, lui quand même. Hein. Je sais pas toi, mais bon, je sais pas. Bon, est-ce que tu serais d'accord pour faire gagner un de tes livres? Là, on a fait gagner, donc il y a Maxime qui fait gagner une bague de Superman, il y a Jill qui met un poster. Alors c'est soit un poster de toi en lingerie, comme Jill, soit un livre. Donc. Ouais, on va partir sur le livre. On part sur un livre dédicacé. Mec, on va arriver à un méchant lot quand même. Voilà, c'est signé, c'est un livre. Donc